Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture du sommet des Nations Unies, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a prononcé son discours lors de la 75e Assemblée générale de l'ONU. L'Union européenne, migrants première mise au point sur le pacte migratoire européen. Je vous le dis dans le titre, en raison de la pandémie du coronavirus, communément appelée Covid-19, la 75e Assemblée des Nations Unies s'est déroulée cette année de façon virtuelle. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours porté sur l'avenir de la planète entière et l'engagement collectif en faveur du multilatéralisme pour une action concertée contre la pandémie du coronavirus. Il convient de préciser que cette 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se tient un quart de siècle après l'adoption de la déclaration du programme d'action de Beijing de 1995, un plan d'action détaillé pour les droits des femmes et l'égalité des sexes dans le monde, et marqué par le 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing par une rencontre de haut niveau au cours de laquelle les dirigeants mondiaux devraient présenter des actions visant à accélérer la pleine réalisation de l'égalité des sexes. Comme je vous le disais, le président de la République a d'emblée abordé cette crise sanitaire tout en ajoutant les bouleversements géopolitiques que connaît le monde. La crise du Covid-19 doit interpeller tout le monde et plaider en faveur d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace afin de lutter contre cette pandémie. Écoutons le chef de l'État. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi d'emblée de vous féliciter très chaleureusement pour votre élection à la 75e session de l'Assemblée générale. Cette session historique placée sous le triple signe de la commémoration du 75e anniversaire de l'ONU, du 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing, ainsi que la décennie de l'action 2020-2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable, que vous avez l'insigne honneur de présider, revêt une profonde signification pour les États membres. Je puis vous assurer du plein appui et de la coopération de mon pays. Je souhaite également adresser mes sincères félicitations à votre prédécesseur, le professeur Tijani Bande, et son équipe pour les efforts déterminants déployés en vue d'assurer la continuité des activités de l'Assemblée générale dès le début de la crise mondiale sanitaire. Nous réitérons notre profonde gratitude au secrétaire général pour la présentation de son rapport annuel contenant une analyse pertinente des enjeux globaux actuels et des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. S'il ne contient pas de recette miracle, les solutions qu'il préconise constituent un antidote sûr contre le pessimisme et la tentation du désespoir. L'année dernière, déjà dans notre analyse de l'état du monde, nous exprimions nos préoccupations quant à certaines tendances lourdes qui se dessinaient. Parmi celles-ci, nous citions la pauvreté, l'inégalité, le changement climatique, la faiblesse du volume d'investissement, la lenteur de la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective des objectifs de développement durable, la persistance des conflits et la montée du terrorisme. Nous avions également souligné l'impact négatif que les bouleversements géopolitiques en cours, la montée des tensions dues à la guerre commerciale et les prévisions de baisse de la croissance économique pourraient avoir sur le combat contre la pauvreté et la promotion de la coopération internationale. Mais l'année 2020 ne ressemble en rien aux années précédentes et demeurera à jamais gravée dans les annales de l'histoire comme l'année au cours de laquelle le monde aura subi des secousses d'une violence inouïe.
l'éruption de la pandémie du Covid-19 a constitué un événement majeur dont l'impact sanitaire, politique, économique et humanitaire aura été considérable. Les bouleversements majeurs qu'elle a entraînés ont eu de lourdes conséquences économiques et affecté tous les secteurs de l'économie, en particulier le tourisme et le secteur de l'économie informelle, qui emploie une part importante de la population dans les pays à faible revenu. Les mesures de confinement que les États ont dû adopter pour éviter la propagation du virus ont conduit à la perte massive d'emplois et ont généré de réels problèmes de liquidité. Le Covid-19, selon la Banque mondiale, plongerait l'Afrique dans sa première récession depuis plus de 25 ans. Les projections sur le creusement des déficits publics au sein de nos pays sont préoccupantes, d'où l'importance d'une réponse appropriée des institutions financières internationales et des partenaires bilatéraux en faveur des pays en voie de développement qui, certes, fournissent des efforts considérables pour faire face à la crise, mais qui, de toute évidence, ne pourront parvenir seuls à en contenir les effets dévastateurs. La pandémie du Covid-19 a affecté d'une manière disproportionnée les femmes, les enfants, les personnes âgées, les migrants et les réfugiés. Nous devons veiller à ce que dans notre riposte, une attention particulière soit consacrée à ces catégories de la population. Qu'il me soit permis ici de souligner à nouveau l'importance critique d'accélérer nos efforts en vue de réaliser l'objectif 5 des ODD, qui est de parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, socle transversal à la réalisation du programme du développement durable d'ici 2030. Toujours dans son allocution, le président de la République a rappelé que le gouvernement de Djibouti a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la population, y compris une vaste campagne de tests afin d'affiner la stratégie et les mesures à prendre face à cette crise sanitaire. Plus loin, le chef de l'État a souligné que la crise du Covid-19 a été une occasion pour les terroristes de se réorganiser dans le monde. Réécoutons le chef de l'État. Monsieur le Président, nous avons à Djibouti pris très vite la mesure de la gravité de la crise et avons mis en place des mesures sanitaires urgentes afin de contenir la propagation du virus. Grâce à une politique de contrôle des frontières, de confinement, de politique de tests massifs et de traitement des personnes infectées, le bilan que nous dressons aujourd'hui est largement satisfaisant. Nous voudrions ici saluer l'ensemble du personnel de santé dont le professionnalisme et le dévouement auront été exemplaires. Ce succès, nous le devons également à la coopération de la population djiboutienne dont la discipline et la motivation dans le combat contre le Covid-19 est pour nous une source d'inspiration. Nous saluons également la résilience face à la prolifération de fausses informations qualifiées d'infodémiques par l'OMS. Ce n'est qu'à travers l'instauration de rapports de confiance, de dialogues véritables et permanents avec les citoyens que l'on peut venir à bout de cette épidémie. En dépit des succès obtenus, notre action se caractérise par le rejet de la complaisance et l'exhortation à une vigilance de tous les instants. S'agissant de l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie et l'emploi, même s'il est difficile de mesurer les effets à moyen et long terme, en particulier sur le trafic maritime, Djibouti, à l'instar des autres pays africains, a été frappé de plein fouet par cette crise sanitaire. Nous avons, en réponse, entrepris des mesures d'urgence visant à soutenir l'économie et l'emploi et créé un fonds spécial pour la solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Ces mesures ont eu pour effet de contenir les effets de la crise et avons pu également compter sur le soutien précieux des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, la BAD et l'appui des pays amis.
Il va sans dire qu'en raison de sa vulnérabilité aux chocs exogènes, les perturbations durables de la chaîne d'approvisionnement globale, la baisse des flux d'investissement directs étrangers, les effets perturbateurs du changement climatique et le flux continu de réfugiés fuyant l'instabilité et les conflits, Djibouti espère compter davantage sur la solidarité de ses partenaires et amis. Monsieur le Président, en dépit du lien étroit établi par les scientifiques entre le changement climatique et la pandémie du Covid-19 et l'explosion possible des zoonoses, les efforts dans la mise en œuvre des accords de Paris n'ont pas enregistré les progrès escomptés. Devant la gravité de la crise sanitaire et l'attention médiatique exclusive accordée au Covid-19, le changement climatique a été relégué au rang des priorités secondaires. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il nous faut rester vigilants de l'attention que l'on portera au combat contre le changement climatique et des ressources qu'on déploiera dans ce domaine dépendra notre succès dans les efforts de prévention des pandémies futures. Monsieur le Président, l'onde de choc provoquée par la pandémie pourrait avoir également un impact délétère sur la lutte contre le terrorisme et la gestion des conflits dans de nombreux théâtres. Certains groupes terroristes y ont vu une opportunité pour se réorganiser et profiter du vide sécuritaire créé par la lutte contre le Covid-19. Les opérations de maintien de la paix, en dépit des difficultés initiales, ont heureusement pu s'adapter et se réorganiser afin de poursuivre le mandat vital qui leur est confié. L'appel au cessez-le-feu lancé par le secrétaire général a été largement entendu et nous soutenons l'exhortation qu'il a lancée à la communauté internationale à redoubler d'efforts afin qu'il devienne une réalité d'ici à la fin de l'année. Et enfin, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a dans son allocution félicité le gouvernement somalien pour sa politique et son progrès économique dans un contexte de crise sanitaire. Plus loin, il a rappelé que Djibouti suit de très près le processus de paix au Sud-Soudan. Monsieur le Président, nous nous félicitons des progrès économiques et politiques enregistrés en Somalie en dépit du triple choc du Covid-19, l'invasion des criquets et des inondations dévastatrices. Les résultats des consultations initiées à Doussamareeb, l'accord sur un modèle électoral et l'élection d'un nouveau Premier ministre sont autant de motifs de croire et d'espérer que la Somalie soit engagée sur une trajectoire positive et irréversible vers une paix et stabilité durable. Nous appuyons fermement la mission d'AMISOM, dont l'objectif vise à dégrader la menace que pose Al-Shabaab. Nous appelons la communauté internationale à continuer de fournir le soutien matériel, logistique et financier adéquat. Nous suivons avec attention la mise en œuvre de l'accord de revitalisation qui a permis l'instauration d'un gouvernement de transition d'unité nationale au Sud-Soudan. Nous formons le vœu que les groupes armés non signataires de l'accord se rallieront dans les meilleurs délais aux efforts de paix et conduits par la région et soutenus par la communauté internationale. Le peuple du Sud-Soudan est las de la guerre. Il a consenti d'énormes sacrifices. Il mérite la paix. Djibouti réitère son soutien aux efforts visant à réaliser une paix durable au Yémen, en conformité avec la résolution 2216 de 2015 du Conseil de sécurité. L'initiative du Conseil de coopération du Golfe et les décisions de la Conférence nationale de réconciliation. Nous appelons en outre les parties prenantes à travailler de bonne foi afin de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de Riyad et réaffirmons notre attachement à l'unité et l'intégrité territoriale du Yémen. Nous demeurons extrêmement préoccupés par le risque environnemental majeur et la menace de marée noire que pose le tanker pétrolier FSO Tanker. Nous exhortons les rebelles Houthis à coopérer de toute urgence avec les experts des Nations Unies afin qu'ils puissent mener les inspections
adéquats et les travaux urgents nécessaires afin d'endiguer la menace. Monsieur le Président, nous avons célébré virtuellement le 21 septembre dernier la commémoration du 75e anniversaire de la création des Nations Unies et avons saisi l'opportunité pour réaffirmer la place centrale que doit occuper notre organisation dans les efforts collectifs visant à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. La lutte contre la pandémie du Covid-19 nous dicte l'impérieux devoir de collaborer et de travailler ensemble, car il est maintenant avéré que si un de nous est en danger, nous sommes tous en danger. Ce n'est pas une formule creuse ou une généralisation superficielle. Les coûts en vies humaines et en pertes économiques sont une démonstration concrète du danger de l'inaction. Afin de sauver des vies, protéger les plus vulnérables et reconstruire sur des bases plus solides, il nous faut agir d'urgence. Et cet engagement doit s'inscrire dans la durée. Oui, les temps peuvent paraître sombres, mais c'est là où le danger croît, comme dirait le poète allemand Hölderlin, que croient également ceux qui sauvent. Vive la solidarité internationale, vive la coopération internationale et vive les Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. C'était le discours du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, lors de la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Autre actualité nationale, une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, s'est rendue hier à Obok. Cette délégation était composée du directeur régional de l'OIM, de l'ambassadeur de l'Union européenne, de la coordinatrice du système des Nations Unies et de la chef de mission de l'OIM à Djibouti. La dite délégation a été accueillie par le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Belouita, et le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed, à l'escale de la ville d'Obok. La délégation s'est entretenue avec les autorités de la région, avec les médecins-chefs, les officiers des forces de l'ordre, ainsi pour s'enquérir des conséquences des flux migratoires dans la région d'Obok. Les échanges ont été fructueux et ont porté davantage tant pour réduire l'impact des flux migratoires sur la population hôte, mais aussi pour améliorer le retour des migrants en Éthiopie. Ensuite, la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a effectué une tournée dans les 3 sites, à savoir Masgara, lieu de quarantaine des migrants, Fantehero, quartier où résident les populations hôtes, se trouvant en proximité de Massagara, et le MRC, centre de l'OIM pour les migrants. Rappelons qu'une forte délégation accompagne le ministre de l'Intérieur, à savoir le directeur régional de l'OIM, M. Mohamed Abdelkader, l'ambassadeur de l'Union européenne, la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi, la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Mme Stéphanie Davio. La délégation a non seulement échangé avec les différentes parties prenantes, mais a constaté également de visu les situations qui prévalaient sur le terrain. Les différents échanges avec les parties prenantes ont été concluantes. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, des 156 tests ont été pratiqués. 2 cas se sont avérés positifs et un patient est déclaré guéri. Rappelons-le, il faut impérativement demeurer vigilant face à la maladie en continuant à respecter les mesures barrières et en pratiquant la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Le numéro vert, le 1517, vous permet d'accéder 7 jours sur 7 à toute information utile ou se rapportant un cas de suspect de Covid-19. Retrouvez également toutes les données sur le site du ministère de la Santé, www.covid19.gouvernement.dj. L'ambassadeur de la République de Djibouti et représentant permanent auprès de l'Union africaine et doyen général du corps diplomatique accrédité en Éthiopie, M. Mohamed Idriss Farah, a tenu hier la 949e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de septembre 2020, consacré à l'examen du rapport du président de la Commission sur la situation en Somalie et la mise en œuvre du mandat de la MISOM. Cette cérémonie a pris part à cette réunion le représentant spécial du président de la Commission pour la Somalie et le chef de mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, le représentant de la République fédérale de la Somalie, la représentante de la Commission électorale nationale indépendante de la Somalie et le président de l'autorité intergouvernementale pour le développement.
en la personne de l'ambassadeur a-t-il rappelé que la République du Soudan, à Addis Abeba, a dans son allocution d'ouverture rappelé que le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de septembre 2020, M. Mohamed Idriss Farah, a rappelé que la Somalie se situe à une étape cruciale de son acheminement vers la stabilité et la réconciliation. Il a également souligné qu'il en résulte des inconnus, mais également des questionnements sur l'action de l'Union africaine dans l'accompagnement de ces pays clés pour la stabilité de la Corne d'Afrique. Tourisme à présent, l'Office national du tourisme de Djibouti a organisé hier au sein du lycée d'hôtellerie d'Arta une cérémonie de clôture de la remise de certificats suite à la formation touristique sur l'amélioration des menus préparés en restauration et en pâtisserie. Animé par l'expert international Ibrahima Sidi Diène, durant une semaine présidée par le directeur de l'ONTD, M. Ousmane Abdi Mohamed, cette cérémonie a vu la présence du président du conseil régional de la ville d'Arta, M. Elmi Beuh Godon, du secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, du point focal du cadre intégré renforcé, M. Hiba Ahmed Hiba, et du directeur du lycée d'hôtellerie d'Arta, M. Ali. La formation, qui est d'ailleurs réalisée grâce au financement du cadre intégré renforcé, destiné aux professionnels du secteur de la restauration et de la pâtisserie, notamment les jeunes étudiants en fin de cycle du lycée d'hôtellerie d'Arta, vise comme objectif principal à améliorer les connaissances en matière de la préparation de menus destinés à fidéliser la clientèle touristique à Djibouti. Se traduit par une série de formations de 2 semaines. Là, sur la 10e semaine, la semaine écoulée, c'était une autre module. Et nous, d'aujourd'hui. Et ce n'est pas une première, car l'Office national du tourisme de Djibouti a, depuis ces derniers temps, n'a eu de cesse de ménager les efforts pour renforcer et améliorer les compétences humaines et institutionnelles des opérateurs du secteur touristique. Écoutons le secrétaire général du ministère du Commerce. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour clôturer cette formation pratique sur l'encadrement à la réalisation d'un ensemble de produits de cuisine, si je peux m'exprimer ainsi, avec un formateur qui nous vient d'un certain nombre de kilomètres, malgré les Covid et les difficultés des déplacements qu'il y a aujourd'hui. Je me réjouis aussi de cette coopération qui existe entre le ministère du Commerce, puisque le projet a été initié par le ministère du Commerce et le ministère de l'Éducation nationale, et qui a permis à un ensemble de stagiaires de bénéficier d'un encadrement de qualité. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements pour l'invitation qui a été adressée à mon endroit pour participer à cette cérémonie de clôture de formation dédiée à... Au cours de son intervention, le directeur général de l'ONTD a clairement souligné que le tourisme est un enjeu important pour notre pays tout entier. Il a également dit que dans les efforts que nous menons pour le redressement économique de notre pays et surtout dans l'amélioration des services de la restauration. Écoutons-le. À vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie de clôture de remise du certificat de la formation pratique sur l'amélioration des menus préparés en cuisine et pâtisserie qui s'est déroulée durant une semaine. Je tiens également à remercier à tout mon équipe et à l'expert ici présent. La cuisine est le cœur de tous les hôtels. Direction Dikil, où dans le cadre du projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat, autrement dit Forge, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé en collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, en partenariat aussi avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, les tirages au sort. Ces tirages au sort ont eu lieu dans la région de Dikil, plus particulièrement dans la localité de Mouloud, à Sahela et chef-lieu de Dikil, afin de départager de manière équitable et impartiale et transparente plus de 870 candidats inscrits intéressés à participer au premier cycle de formation sur l'entrepreneuriat et les compétences de vie. À hauteur de
2 405 000 $400. C'est un projet exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social. Ce projet a pour objectif de favoriser l'émergence des très petites entreprises au niveau de la République de Djibouti et particulièrement au niveau de la région de Dekil. Ce projet compte financer 500 petites entreprises et former 3 000 jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'estime de soi, et dont la moitié seront financés. L'objectif du tirage au sort est de partager de manière équitable, de manière impartiale et transparente les quelques 872 jeunes qui se sont inscrits ou bien qui ont exprimé leur souhait de participer à notre formation. Nous remercions pour cela le préfet de la région de Dekil et le président du conseil régional de la région de Dekil pour avoir veillé à la transparence et au bon déroulement des tirages au sort. Nous remercions également le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui nous ont mis à disposition une salle de formation. Retour à Djibouti, où une réunion entre les organisations de la société civile djiboutienne engagées dans la lutte contre le changement climatique a tenu hier une réunion au Palais du Peuple. Cette réunion consistait au lancement d'une plateforme nationale des organisations de la société civile djiboutienne pour une justice climatique avec la dénomination du réseau Climat et Développement de Djibouti. Ce réseau qui vient d'être créé a pour objectif d'améliorer la qualité de la participation de la société civile dans les dialogues sur les politiques et programmes liés au climat, à l'environnement et au développement durable au niveau national. La fin de la réunion s'est soldée par un vote à l'unanimité qui a été élu Ahmed Ali Dimbio, président coordinateur du tout jeune réseau national de la société civile djiboutienne. Pour une justice climatique. Il s'agit d'un réseau climat et développement de Djibouti. C'est une première à Djibouti dans ce secteur. C'est le secteur du changement climatique. Aujourd'hui, plusieurs ONG djiboutiennes ont été identifiées pour faire partie de ces réseaux. Donc l'objectif de ces réseaux est bien entendu c'est d'améliorer la participation dans le dialogue, dans les programmes politiques nationaux. Donc on veut que la société civile maintenant aujourd'hui s'implique vraiment activement dans tous les processus au niveau national et international. Donc maintenant nous allons travailler ensemble. Donc ces réseaux nationaux aujourd'hui va servir aussi le relais des réseaux climat et développement international. Aujourd'hui l'ONG IVA c'est la seule organisation maintenant qui fait partie de ces réseaux internationaux. Donc on aimerait bien que tous les autres ONG djiboutiens qui travaillent sur la question climatique puissent participer également, puissent adhérer à ces réseaux internationaux. Donc nous allons travailler avec les décideurs politiques, nous allons travailler avec le bailleur, nous allons travailler avec les collectivités locales. Nous allons travailler ensemble d'abord, nous allons essayer de renforcer les capacités de toutes les organisations de société djiboutienne travaillant dans ce domaine. Donc voilà, aujourd'hui nous avons fini en bon terme. Dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, première mise au point sur le pacte migratoire européen. 3 des 4 dirigeants du groupe Visegrad réunis à Bruxelles, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont souhaité faire part sans attendre de leurs commentaires concernant le projet de pacte migratoire présenté mercredi par la Commission européenne. Mais le conflit libyen s'enlise et les ONG dénoncent des violations brutales des droits de l'homme dans le pays. Selon un rapport d'Amnesty International, il y a sur place des centres de détention qui n'ont pas été enregistrés auprès des organisations internationales. Et ainsi, ces 3 pays ont déclaré si le nombre de migrants qui arrivent sur les côtes européennes est désormais modéré, les divisions entre les États membres restent toujours aussi profondes. En Afrique du Sud, reprise progressive des vols internationaux en octobre prochain. Les vols internationaux pourront reprendre à partir du 1er octobre, alors que les pays entament un assouplissement progressif de ces mesures pour combattre le Covid-19. Seuls les aéroports de Johannesburg, du Cap et de Durban seront ouverts aux vols internationaux. Les passagers présentant des symptômes du Covid-19 seront placés en quarantaine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programme télévisé.